Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Il y a des choses qui passent par la voix. La voix, c'est le miroir de l'âme, c'est la première carte d'identité, c'est le fameux cri primal de Jan Kelevich. Voilà, j'arrive dans l'incarnation et paf, je pousse un cri et je me dis qui je suis et je montre ce que je suis. Donc la voix porte tout ça. Disons-le tout de suite, cet épisode est d'une telle richesse qu'il est impossible à résumer. J'ai le plaisir d'interviewer Christian Nadalé, chanteur d'opéra, chef de chœur, professeur de chant et chef d'orchestre. C'est une véritable vocation que Christian nous décrit, avec ses appels de la musique qu'il a reçus dès l'enfance et ceux qu'il reçoit encore aujourd'hui quand il est choisi par des compositeurs pour diriger des créations mondiales. Tour à tour, Christian nous parle de ce qui fait le succès des différents aspects de son métier de musicien et ce qui les relie aussi, comme l'ouverture de cœur, la sincérité, la capacité de partage, la confiance en soi ou le lâcher-prise absolu. Christian peut citer Brahms et Einstein, comme il peut parler de la vision du chef qui permet de conduire un groupe. J'ai réalisé au bout d'une heure de conversation que la musique n'était pour lui qu'un prétexte en fait. Et peut-être que ce que nous faisons, chacun d'entre nous, n'est qu'un prétexte à être ce que nous sommes vraiment. Je vous souhaite un immense plaisir à l'écoute de cette conversation. Bonjour Christian. Et bonjour Amélie. Merci d'avoir accepté de témoigner dans notre podcast. Ah mais avec plaisir. C'est un grand plaisir que je vais certainement, que j'ai déjà partagé avec mon entourage, parce qu'il y a beaucoup à dire, autant sur le métier, et puis finalement peut-être sur ce que signifie l'engagement de l'artiste dans ce métier particulièrement. Voilà. Super. Bon, alors on s'accroche sans qu'on va on va avoir du contenu. Déjà, ton métier, tu en parles, mais quand on te demande quel est ton métier, qu'est-ce que tu réponds ? Je suis un peu embêté, souvent je suis embêté, parce que j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette du chanteur d'opéra, donc de l'artiste lyrique, j'ai la casquette du chef d'orchestre, du prof de chant, chef de chœur. Finalement, les gens se mélangent un peu les pinceaux, parce que lorsqu'ils me voient sur un plateau, ils peuvent me voir en tant que chanteur, en tant que chef, ou bien dans un studio à enseigner, et ils me demandent souvent, mais finalement, tu fais quoi ? C'est tout à la fois. C'est en fait un être qui peut s'exprimer sur plusieurs tableaux. Donc je préfère dire simplement je suis musicien classique multifonction. Voilà, c'est peut-être plus facile. D'accord. Voilà. Ok, très bien. On va garder ce terme-là. Tu me confiais l'autre jour qu'avant de faire de la musique ton métier, tu avais démarré dans une carrière tout autre. Tu étais éducateur spécialisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, absolument, mais c'est une longue histoire en fait, et puis je pense que les choses ne sont pas faites par hasard. Dans les années 65, ça y est, je vais dévoiler un peu mon âge, là. Mais j'étais très très jeune, hein, alors voilà. Oui, bien sûr. Dans les années 65, les profs de musique, à cette époque, les intervenants dans les écoles primaires, ça n'existait pas ou quasiment pas. Et dans ma ville, à Saint-Gaudens, vivait pourtant un violoniste qui s'était mis en tête qu'il pouvait et qu'il allait faire de l'initiation dans les écoles et dans les écoles primaires. C'est ainsi que, en 65, j'ai obtenu un premier prix de chant. À mon grand effarement, je ne savais même pas ce que cela signifie et pourquoi il me donnait ce prix de chant, en me regardant en face et me disant, toi tu seras musicien et certainement chef d'orchestre. Oh, c'est génial ça. Ah non mais c'était
ou visionnaire ou complètement destroy. Enfin, Ouais. c'est quand même assez particulier comme intervention, et ça a quand même trotté dans ma cervelle d'enfant pendant des semaines, et puis tout à coup j'ai lâché ça à mes parents. Je veux être musicien, je veux être chef d'orchestre. Alors évidemment, c'était un peu compliqué d'annoncer ça comme ceci, parce que on habitait à la campagne, parce que chef d'orchestre, ça signifiait rien du tout, musicien à l'époque. Bon, voilà, moi je suis d'une famille d'Italiens, on chante, mais après, on n'en fait pas son métier, c'est pas un métier. Ouais. Et donc, forcément, ça c'était un peu compliqué, et j'ai été très très vite conscient qu'il était impossible d'accéder à ce désir profond, quoi. Mais ça, en réalité, ça correspondait à quelque chose que je portais depuis très très longtemps. Ça, c'est une anecdote, mais il y avait un vieux poste radio à lampe qui chauffait des minutes et des minutes avant de se mettre en route, et auquel je me pendais lorsque j'entendais. C'était l'époque où sortait Let It Be, Hey Jude, etc. des Beatles, et en même temps la 9e de Beethoven. Et c'est pour moi un souvenir tout à fait extraordinaire. Mais extraordinaire. Je me nourrissais chaque fois que j'entendais cette musique-là. Je me pendais à la radio, je me nourrissais de ces notes qui sortaient, que c'était extraordinaire. Donc finalement, quand ce bonhomme m'a dit « mais tu seras musicien », ça a fait résonner quelque chose en moi de très très profond. Mais étant donné que visiblement et matériellement il était impossible d'y accéder, j'ai donc dit d'un seul, eh bien, je serai éducateur spécialisé. Pourquoi aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi c'est sorti comme ça. Mais je disais, je veux soulager la souffrance des enfants. Peut-être que je voulais soulager la mienne quelque part. Ça a été un peu ça, certainement, voilà. Ouais. Et donc, je me suis débrouillé pour rentrer au Conservatoire de Toulouse, un peu par la petite porte, en dehors des clous, en menant parallèlement mes études en sciences de l'éducation. D'accord. Voilà. Donc, tu as commencé la musique vers quel âge, alors, du coup, vraiment à apprendre la musique? Mais c'est-à-dire que à l'époque, on pouvait, enfin, toujours comme ça, on apprend la musique à 4, 5 ans, 8 ans, on rentre dans les conservatoires. Moi, j'ai réussi à rentrer dans le conservatoire à 16 ans, 17 ans. Ouais. Donc, mais parallèlement, je me suis toujours débrouillé parce que j'avais des copains qui prenaient des cours de musique à droite, à gauche, comme ça, etc. Au collège, au lycée, tous les cours qui passaient étaient pour moi, tous, absolument tous, entre midi et deux. J'allais manger au Lance-Pierre et je retournais en classe de musique avec le prof qui acceptait de me donner des cours. Ça a été comme ça des années et des années, et des cours particuliers, finalement gratuitement. Je leur en suis infiniment reconnaissant, mais c'était comme ça, et je me suis nourri autant que je pouvais de cette formation, un peu comme ceci, incognito finalement, hein. D'accord. Voilà, mais voilà. Et ensuite, donc, j'ai travaillé 6 ans dans l'enfance inadaptée avec mon diplôme d'éducateur, mais parallèlement, j'étais au conservatoire et j'avais réussi à rentrer en formation en classe de direction de chœur et d'orchestre, voilà, au conservatoire. Okay. Et un jour, mon prof de direction me dit il y a une école de chant lyrique qui s'ouvre à Marseille et c'est pour toi. Encore une fois, quelqu'un qui ah non, mais c'est quand même incroyable, qui lance comme ceci une jonction. Voilà, dit bon, eh bien, 15 jours après, j'avais auditionné et j'étais pris dans cette école de formation de chanteur lyrique. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ainsi que j'ai abandonné mon cursus en sciences de l'éducation, en éducation spécialisée, pour entrer définitivement dans la musique, en fond, voilà. Alors, ça ressemble à quoi une école de chanteurs lyriques? Combien de temps ça dure? À notre époque, c'est Jack Lang qui avait lancé cette formation parce qu'il l'avait beaucoup fait, hein, notamment pour la musique classique et cette expression. On y rentrait par audition, par concours. Moi, je faisais partie de la promotion de Béatrice Urien-Monzon. On essuyait les plâtres, hein, il n'y avait rien de très très concret, mais au fil des jours, des semaines, ça a été très très rapide. On est rentré dans une formation, on avait 35-36 heures
de chant par semaine. Wow. C'est pas simplement 3 heures de cours par semaine. C'est vraiment 35-36 heures avec des formateurs qui faisaient partie du quota des musiciens de l'époque. C'est chefs de chant, accompagnateurs, profs de chant, etc. Des types qui travaillaient au niveau international avec l'obligation d'inclure ces élèves dans certaines productions de l'Opéra de Marseille. Et à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est peut-être moins prégnant que à cette époque-là, il y avait un directeur qui travaillait avec les plus grands chanteurs de l'époque, c'est-à-dire José Van Damme, Aragal, Dimitrov, etc. Donc nous avons côtoyé des chanteurs et des chefs d'orchestre tout à fait extraordinaires qui travaillaient au plus haut niveau mondial. Donc nous derrière, quand on sortait de ces productions, on avait tout de suite les profs qui nous tombaient sur le dos. Vous avez vu un tel, vous avez vu comme il chante, etc., etc. Et alors la pression était mise comme ça. Donc c'était fabuleux parce que on a vécu une vraie formation, c'est-à-dire vous avez mis en pratique, mais que retirez-vous de cette mise en pratique? Que retirez-vous de ce que vous avez entendu à côté de vous? Alors évidemment que vous entendez un Van Damme chanter, c'était fabuleux. Donc voilà, c'était les exemples que nous avions. Et finalement, c'est ce qui nous a nourris au plus profond, quoi. Voilà. J'entends ta passion pour la musique qui remonte à loin, les injonctions que tu as entendues, etc. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ton métier? Parce que entre j'adore ça et je veux en vivre, il y a quand même un pas. Est-ce que tu te souviens de ce déclencheur? Oui, c'est quelque chose qui dépasse un peu le réel. Enfin, c'est très clairement, moi, j'aurais envie de dire, mais je le prends un peu avec des pincettes quand même, parce qu'il faut faire attention à pas trop déborder. Moi, j'aurais envie de dire le lien avec l'univers, quoi, parce que c'est pour moi, la musique n'a jamais été une simple expression, aussi savante soit-elle. Brahms disait dans une interview qu'il entendait très clairement la musique dictée par les forces célestes. Alors, bon, j'irai pas jusque-là, peut-être, enfin, j'aurais peut-être envie de le suivre, mais c'est quelque chose de très fort qui pousse en soi, c'est d'avoir le sentiment de faire le lien avec quelque chose ici et puis quelque chose ailleurs. Au fond, finalement, j'ai découvert aussi à travers toutes les années que cet ailleurs, il est en soi, quoi. C'est le beau qu'on peut porter, c'est cette immensité qu'on peut porter à l'intérieur de l'être. Mais en même temps, ouais, c'est quelque chose qui parle énormément dans la beauté, dans la vibration, dans la mise en commun de forces différentes finalement. Et quand on voit un chœur, quand on voit un orchestre, quand on entend ces musiques-là, c'est des expressions extrêmement différentes entre tel ou tel type de famille d'instruments. Et pourtant, ça donne quelque chose de tout à fait fabuleux, de grandiose. Et ça m'a toujours nourri, toujours attiré. C'est une aimantation, une vraie aimantation, ouais. Est-ce que tu dirais que tu as répondu à un appel ? Oui. Okay. Oui, oui, très franchement, oui. C'est un appel qui est très large, hein. Je veux dire, c'est pas exclusif à parce que bon, je pense qu'on va en parler, mais c'est un appel de l'expression de l'être dans cette dimension du je suis, quoi. Mais c'est pas le je suis moi incarné là, un tel, voilà. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus universel, plus grand. Ouais. Bon, on va revenir, on est parti loin là déjà, hein, tu mets le niveau là. Ouais. On va revenir à des choses plus terre à terre. En fait, pour les non-initiés dont je fais partie, est-ce que tu peux nous décrire tes différents rôles ou tes différents métiers, si tu considères que ce sont des métiers différents, à la fois chanteur lyrique, chef de chœur, chef d'orchestre. C'est quoi ton quotidien en fait ? Peut-être que si je te définis mon métier de chanteur, de chef ou de prof, finalement, je vais trouver le lien. Le chanteur, c'est l'expression du profond de soi, au travers, évidemment. Hein, on prend le prétexte, c'est une œuvre, quelle qu'elle soit.
c'est l'expression du profond de soi. Le chef, c'est conduire les autres à cette expression et la mise ensemble. Et le prof, c'est aider les élèves à exprimer cela, à exprimer ce profond de soi. D'accord. Donc au fond, c'est exprimer et aider exprimer, aider ou accompagner ou conduire à exprimer ce soi profond, ce je suis là, ouais, cet être là. C'est la spécificité de chacun, mais au-delà encore une fois de l'apparence incarnée là comme ça. Enfin, je suis désolé de parler un peu. Non, tu ne peux pas être désolé. Écoute. Ouais, un peu ésotérique comme ça, mais non, c'est l'être qui. On est dans une société extraordinairement matérialiste au fond quelque part, mais en même temps avec une très 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 grande ouverture sur une expression plus fine et plus. C'est presque vraiment palpable de ce je suis, de la conscience de comporte autre chose que l'expression matérielle. C'est ça qui met les gens ensemble au fond. Et au fond, moi, c'est ce qui m'intéresse, ouais. Dans chef de chœur ou d'orchestre, moi j'entends chef. Ouais. Et j'imagine que dans ce rôle-là, tu as comme fonction de recruter les membres du chœur ou de l'orchestre. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Si c'est le cas, qu'est-ce que tu cherches dans les musiciens que tu recrutes? Quelles compétences qu'est-ce que tu cherches au-delà des aptitudes techniques, j'imagine? Oui. Bon, bien sûr, c'est les compétences vocales et musicales, mais ça, ok, d'accord, ça c'est ce pourquoi on va chercher le recrutement. Il y a aussi quand même une part de, alors c'est aussi assez subjectif, hein, mais bon, parfois j'ai cessé de m'excuser, de demander des excuses pour ce que je fais au fond, mais pendant longtemps je me suis interrogé là-dessus parce que il y a quand même quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle beaucoup, c'est l'ouverture du cœur. Et évidemment, il s'agit pas d'avoir seulement le chanteur du siècle en face de soi. Mais si on peut avoir quelqu'un qui a une ouverture de cœur, cette bienveillance à son égard et à l'égard des autres, quelqu'un qui a compris que l'ego est un moteur qui donne le courage d'oser faire les choses, mais qui n'est pas une fin en soi. Ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec un groupe heureux. Et un groupe heureux, c'est un groupe où chacun garde ses spécificités, lesquelles font la force du groupe, bien sûr. Chacun garde ses particularités qu'il met en partage, qui enrichit le flot collectif. C'est quelqu'un qui doit pouvoir oser, accepter, ouvrir son cœur et montrer ce qu'il est. Parce que voilà, le miracle du groupe, c'est la force de l'individu qui nourrit le collectif. Et donc, je dis, chacun garde ses spécificités. C'est bien la signature individuelle qui enrichit le collectif. Et donc, pour outre les compétences techniques, musicales et autres de la personne qui se présente, moi, je cherche à savoir si cette personne accepte d'ouvrir son cœur ou pas. Et comment tu fais pour le savoir, ça? Quand tu as la personne en face de toi? Oui. Ça c'est très subjectif. Je pense que chacun a des petits outils ou pas. Moi, je marche beaucoup au feeling. En observant les premières minutes de la rencontre, comment la personne se présente, parle d'elle, ce qui transparaît, ce qui passe entre nous au moment de cette première rencontre, mais ce qui passe aussi par la voix. Alors bon, attention, c'est pas, là aussi c'est subjectif, mais il y a des choses qui passent par la voix. La voix, c'est le miroir de l'âme, c'est la première carte d'identité, c'est le fameux cri primal de Jan Kelevich. J'arrive dans l'incarnation et paf, je pousse un cri et je me dis qui je suis et je montre ce que je suis.
Donc la voix porte tout ça. Alors on l'entend pas. Après tout est perfectible, évidemment. Mais il faut pas, voilà. Mais il y a des petits outils comme ceci qui permettent d'entendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la force et la sincérité qui peuvent passer au moment de la première rencontre. Et s'il le faut, de la deuxième rencontre. Parce que, voilà, si on a des doutes, voilà. Il m'est arrivé quand même de faire des erreurs, parfois. Et de devoir me séparer d'un chanteur. Mais bon, c'est quand même très, très rare. Il y a toujours une période d'essai aussi. Il faut que chacun, de son côté, se sente à l'aise. Parfois, c'est le chanteur qui part de lui-même parce que l'exigence ou le groupe n'est pas ce qu'il attendait. Parfois, c'est moi qui dis attention, là, vous n'allez pas être heureux et nous non plus. Donc, il vaut mieux qu'on s'arrête là tout de suite. Et puis, c'est pas grave, vous allez trouver votre groupe. Mais c'est quand même assez rare. Ouais. Dans ton rôle de chef de chœur, les groupes que tu accompagnes peuvent être des professionnels comme des amateurs, c'est ça ? Oui, parce que ça dépend des groupes, évidemment, mais bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, c'est tout à fait dans l'air du temps. Ce qui m'intéresse, c'est depuis très longtemps, c'est de faire partager cette passion, c'est la musique, et partager ces supports entre amateurs et professionnels, parce qu'il y a là un croisement de compétences, un croisement de spontanéité, de techniques, etc., qui sont vraiment, vraiment très enrichissantes à mettre en lien, en commun. Donc au sein du même chœur, tu peux avoir les deux, c'est ça que tu veux dire ? Alors ça arrive, oui, ça peut arriver. Okay. Ça peut arriver parfois d'avoir dans un chœur des gens professionnels qui viennent donner un petit coup de main, etc., qui vont apporter une dimension que certains n'ont pas. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout de mettre en lien le chœur amateur et l'orchestre professionnel, par exemple, ou bien d'inclure dans un orchestre professionnel des jeunes qui sont en cours de formation, ou qui sont des amateurs très éclairés et qui peuvent accéder à ce niveau d'expression, de compétence. Okay. Mais ça, c'est intéressant parce que en fait, on croise les réalités amateurs professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai une compétence et je peux en vivre. Ouais. Et l'autre va dire, moi j'ai cette compétence, mais je préfère vivre d'autres choses. Oui, bien sûr. C'est un peu compliqué, cette notion amateur professionnel. D'accord. C'est pour ça que j'aime bien ouvrir les canaux et mettre tout en lien, oui. Alors, tu es le premier musicien professionnel que nous interviewons sur ce podcast et je t'en remercie. Et ça nous tenait à cœur. C'est mon jeu de mots, j'en glisse un à chaque fois. Voilà, je l'ai fait. De compter des artistes parmi nos invités parce qu'on imagine bien tu parlais des compétences vocales tout à l'heure, on imagine la quantité de travail qu'il faut pour acquérir les compétences techniques de tes différents métiers musicaux. Mais aussi, tu en as un petit peu parlé de toutes les compétences comportementales qu'il faut avoir pour devenir un professionnel amateur. Enfin, en tout cas, pour faire de la musique 36 heures par semaine, voire plus. Tu me disais là à l'instant off que tu n'avais pas eu de week-end, voilà. Et puis d'en vivre, quoi, dans la durée. J'imagine que ça demande des forces particulières. D'une manière générale, quelles sont les compétences, d'après toi, qui font un bon musicien professionnel ? Je pense que c'est une question à entrée multiple. La compétence dans la discipline, évidemment, ça me paraît être évident. C'est la formation et la compétence. On ne peut pas... comment on va dire ça, la différence entre un chanteur lyrique lambda qui fait sa carrière tout à fait de façon anonyme, qui aura son petit public, mais bon voilà, et Pavarotti, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas forcément une différence de compétences. Elle y est certainement, mais c'est une différence d'opportunité, une différence d'objectifs, de buts à atteindre, des objectifs à mettre en place. Voilà. Donc la compétence dans la discipline, l'ouverture d'esprit, ça me paraît être aussi un point extrêmement important. La capacité de partage, alors on peut me rétorquer, oui, mais cette capacité de partage, on peut l'avoir aussi dans le milieu amateur de façon absolument merveilleuse. Oui, bien sûr. Sauf que quand on introduit la nécessité, puisqu'on vous paye pour ça,
la nécessité de produire du très bon boulot, il faut être totalement concentré sur son sujet et effectivement travailler 4, 5 heures, 6 heures par jour, ça c'est une chose, mais aussi être capable de le partager. De le partager avec ceux avec lesquels on va être en scène, mais aussi de le partager avec le public, d'avoir envie d'ouvrir quelque chose. Alors, ça c'est, bon voilà, ça paraît évident comme ça, mais ça l'est pas forcément. Ouais. L'écoute de l'autre, donc ça va avec le partage. Aimer l'autre, c'est-à-dire je peux partager la musique, mais bon, je ne fais pas attention à l'autre. Eh bien non, c'est aimer l'autre, mais profondément. Ça veut dire, il y a un moment donné, c'est un acte d'amour, quoi. Hein, être en scène, c'est véritablement, j'ouvre quelque chose de moi qui rentre dans ton espace vital et qui va permettre que on va produire quelque chose de magique à notre niveau, là où on est, mais quelque chose qui fonctionne. Et l'amateur ne va peut-être pas avoir l'opportunité, l'occasion ou le temps d'aller explorer ces domaines-là aussi profonds, quoi. Voilà. Alors, parfois oui, hein, mais bon. Croire en soi-même, en acceptant les remises en question, c'est-à-dire je sais pourquoi je suis là, je le veux, je l'assume, j'aime ça. Mais j'accepte aussi que il y a des choses qui fonctionnent pas bien et donc je dois travailler 3-4 heures sur une mesure par exemple parce que ça passe pas. Ça, l'amateur ne va pas avoir cette dimension non plus pour des histoires de compétences ou de temps ou autre. Hein, c'est voilà. Et après, il y a aussi une autre notion qui me paraît aussi très très importante. Alors ça là c'est plus personnel, mais c'est la gestion de l'hygiène de vie au quotidien. C'est-à-dire le sommeil, la nourriture, l'entretien physique, l'équilibre émotionnel, affectif, tout ça rentre aussi. Alors bon là c'est à chacun à soi. Hein, il n'y a pas de règle là-dessus évidemment, mais il est évident que si on fume, que si on mange à outrance et qu'on ne dort pas très bien, le chanteur lui il va être à la rue très vite, quoi. Simplement parce que la voix ne suit pas et que le corps ne suivra pas. J'ai eu quelques exemples là, autour de moi d'amis hein, qui ont des soucis et qui ont eu des soucis ou qui hélas sont partis. Ils ont quitté cette terre juste parce que la chandelle qui brûle par les deux bouts, ça marche un moment, mais pas tout le temps, quoi. Voilà. Donc c'est aussi une notion qui rentre en jeu et qui doit être vraiment, vraiment prise en compte. En tout cas, pour moi, ça a été cette réalité. Tu parlais d'ouverture d'esprit parmi les premières compétences que tu as citées. Comment elle se manifeste ? Cette ouverture d'esprit, elle vient avec le partage, elle vient avec la bienveillance, l'accueil de la différence. C'est pas parce que moi j'exprime quelque chose d'une certaine manière que j'ai raison. Tout le monde a raison à partir du moment où le résultat touche l'émotion, le cœur. Donc c'est une ouverture et cette ouverture d'esprit, oui effectivement, pour moi c'est la bienveillance, c'est l'empathie aussi. Aïe, j'ai lâché le mot. T'as le droit. Voilà, c'est le mot. Non, mais c'est vrai que c'est un mot qui est très très à la mode, mais je crois que c'est aussi un peu au centre, c'est-à-dire l'accueil de l'autre, hein, l'accueil de la différence, l'accueil de ce qui est à l'extérieur de soi. Cette ouverture d'esprit, le musicien, il l'a absolument parce que tous les chemins mènent au cœur de la composition qu'on est en train de jouer, quoi. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités dans ce podcast. Je vais te la poser à l'instant. Est-ce que tu pourrais me raconter le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit ? Que ce soit dans ta carrière de musicien comme dans ta carrière dans tes débuts d'éducateur spécialisé d'ailleurs. Hein. Alors, c'est curieusement, j'ai eu de très très belles réalisations en tant qu'éducateur, hein. Des expériences tout à fait extraordinaires avec des gamins, etc. Ça reste une joie très profonde et que je n'entends pas comme succès, bizarrement. Voilà. Et pourtant, j'ai vécu des choses très 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 belles. Non, ce que je garde en tête comme réalisation de succès,
parce que peut-être que c'est public, parce que bon, c'est aussi ce que je porte depuis 35 ans, hein, je fais ce métier depuis 35 ans, donc voilà, c'est aussi quelque chose qui passe par la musique, le chant. C'est mon premier Leporello dans Don Giovanni de Mozart. J'ai eu, ça c'était un grand défi, 10 jours pour l'apprendre, me passe un coup de fil, voilà, tu chantes Leporello, qui est le valet de Don Juan, et qui est un rôle énorme. C'est très 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 important, c'est aussi important que Don Juan lui-même. 10 jours pour l'apprendre, et donc déjà le défi du temps. Ouais. Et puis c'était, mais j'avais déjà ce désir en moi, de dire mais si un jour je pouvais chanter ce rôle, ce serait vraiment génial. Et donc la vie me l'a proposé, et ça a été extraordinaire. Le deuxième, c'était accéder à un des grands rôles de Verdi. Donc dans Aïda, je jouais le père devant 5000 personnes, et c'était là aussi quelque chose de tout à fait fabuleux. Et le premier concert symphonique où je dis mais quand même, voilà tout ce dont j'ai rêvé de toute ma vie. Je l'avais rêvé mais au plus profond, et voilà, j'accède à ça. Et puis ça a été réalisé dans une fluidité et une facilité, avec un programme vraiment formidable. Voilà, c'est finalement trois pôles comme ceci qui pourraient, qui portent juste l'expression de la passion que j'ai pour cette musique-là, quoi. Voilà. En fait, c'est vrai, si on devait essayer de regrouper les trois ou trouver ce qui relie les trois, c'est, comme tu l'as dit, accéder à un rêve, en fait. Tu en rêves et puis ça se produit. On t'appelle. Complètement. On t'appelle souvent quand même, hein. C'est pas la première fois, on parlait d'appels tout à l'heure. Tu réponds souvent à des appels. Voilà. Comment tu as, je sais pas si c'est dans ces trois expériences-là, mais peut-être la première ou celle de ton choix, qu'est-ce que tu as fait toi pour être appelé? Pourquoi c'est toi qu'on a appelé? T'as bien fait quelque chose quand même. Pourquoi c'est moi? Probablement parce que je l'appelais moi depuis très très longtemps, très fort. Alors je pense que ça c'est un appel, oui, effectivement. Non mais c'est vrai. Je pense que Einstein lui-même disait l'univers se regarde. Donc si l'univers m'envoie des signaux, moi je lui renvoie des signaux. Hein, donc à un moment donné, bon, on peut aller sur ce terrain. Non, moi je pense que bon, d'abord, j'avais une confiance absolue, mais une confiance, c'est même pas conscient. C'est-à-dire, on m'appelle, je dis oui, tout de suite. Je suis absolument convaincu, c'est que je suis pour ce rôle-là. D'ailleurs, je ne suis pas pour ce rôle-là. Je porte en moi une part de ce personnage. C'est génial de le savoir, oui. Ça, tu vois. Non, mais non, c'est peut-être parce que j'ai dû faire une introspection vraiment très importante lors de mon parcours dans l'éducation spécialisée, mais non, mais il faut pas se cacher la face. Don Juan, je pourrais pas le jouer. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis pas un mec à femme. Mon épouse tordrait le nez si elle entend ça, mais bon, voilà, je suis pas un Don Juan. Enfin, voilà, je porte rien de ce personnage-là. Il y a une ambiguïté que je ne porte pas. Par contre, le valet, quelqu'un de simple, oui, quelqu'un qui profite de son maître, son maître à un moment donné lui dit mais comment se fait-il, Leporello, que je te vois aussi gras et aussi rond? Et lui, il répond « Ah, monseigneur, c'est la misère. » Donc voilà, c'est rigolo, parce qu'au fond, c'est un personnage qui profite de son maître, au fond, voilà. Est-ce que moi, je profite des maîtres? Alors, pas des maîtres terrestres, en tout cas, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose de jouissif, de jouisseur dans ce personnage-là, et moi j'aime bien la vie, quoi. J'aime bien manger, j'aime bien la vie, mais sans comment on va dire ça, en simplicité, voilà. Don Juan est beaucoup plus complexe. Donc au fond, j'étais sûr que je pouvais porter ce personnage-là parce que je savais l'exprimer, parce que il fait l'imbécile tout le temps, il fait l'innocent tout le temps, alors qu'il est très fin, etc. Bon, voilà, moi c'est quelque chose
si je regarde très honnêtement, oui, ça, je le porte aussi. Donc, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. C'est confiance absolue dans le fait de pouvoir porter ce rôle. De la même façon que pour le père d'Aïda dans Aïda de Verdi, hein. C'est la même chose. Hein. C'est ce père qui est protecteur, etc. Puissant, qui a de l'autorité et qui sait ce qu'il veut, etc. Bon, voilà. Ben oui, voilà. Bon, ça aussi, je pouvais l'exprimer. Voilà. Bon, après, j'ai joué aussi des salauds, hein, mais en se forçant un peu, on y arrive très bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc toi, tu savais que tu pouvais jouer ces rôles, mais est-ce que tu l'as dit aux gens qui t'ont appelé? Comment ils le savaient? Comment tu le dégages, ça, en fait? Non, je pense très clairement qu'il y a des signaux qu'on envoie sans en être vraiment très très conscient. C'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la question précédente. Là, comment recruter et sur quels critères? Il y a des choses qui émanent de l'être comme ceci et qu'on ne maîtrise pas forcément, puisque quand on parle, quand on agit, quand on a des gestes, un comportement, il y a quelque chose qui sort de soi. C'est un état vibratoire, hein, comme quand on fait vibrer une corde de piano ou de guitare. Donc, il y a des signaux qui passent comme ceci et qui donnent des informations qui disent, ah mais tiens, lui je le verrais bien dans ça, ou j'aimerais bien l'entendre dans ça. C'est en fonction aussi de la typologie de la voix ou de ce que porte la personnalité. Non, je pense qu'il y a des signaux. Alors évidemment, un directeur qui ne vous connaîtrait pas ne va pas vous appeler en disant, ah ben tiens, monsieur Nadalé, est-ce que vous accepteriez? Non, il faut avoir un minimum de contact avec les gens. Mais d'une façon générale, quand on connaît les directeurs, les chefs, etc., ou les metteurs en scène, hein, ça peut passer aussi par les metteurs en scène, on sent, on a une première impression, puis une deuxième, et puis des choses qui appellent à quelque chose, quoi. Voilà. Je pense que c'est une aimantation, au fond, oui. Ouais. Ok. Et alors, tu parlais de ce rôle que tu avais appris en 10 jours. Comment on fait pour apprendre un rôle en 10 jours? Ça, c'est très simple. On apprend le jour et on révise la nuit. C'est vrai. En gros, c'est ça. Tu parlais d'hygiène de vie tout à l'heure, c'est un exemple. Voilà, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est-à-dire que c'est 6 à 8 heures d'apprentissage par jour. Et puis la nuit, puis finalement, on se réveille à 3 heures du matin avec une phrase qui... Ah oui, non, ça y est, oui, j'y suis, elle rentre. Alors que ça rentrait pas dans la journée. Bon, voilà, c'est ça. Mais au fond, c'est aussi passionnant et passionnel. C'est une relation passionnelle qu'on a avec la musique et avec un personnage, avec un rôle, dans un rôle. Si on n'a pas cette passion qui nous anime, c'est plus difficile, quoi. C'est plus dur. Bon, et puisque tu parles de la scène, j'ai envie de te poser la question, comment on fait pour, dans cet exemple que tu donnes, là, tu as passé 10 jours et 10 nuits à bosser comme un fou, pour l'un des rôles dont tu rêves depuis toujours. Tu arrives sur scène, mais il doit y avoir un stress de folie. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on apprend ça, à gérer ça? Alors, je vais te dire, ou c'est de l'ordre de l'inconscience, ou c'est de l'ordre du lâcher-prise absolu, parce que je pense que ça fait partie quand même de comment on arrive là, quelles sont ces compétences-là. Je pense que c'est aussi le lâcher-prise. C'est-à-dire que quand on est sûr de porter quelque chose, ou d'accéder à quelque chose avec... on arrive, moi je suis arrivé sur scène, je connaissais mon rôle parfaitement, parce que j'étais passionné, parce que ça me passionnait, parce que j'étais sûr que c'était pour moi, parce que je portais ça de façon définitive, quoi, voilà. Et donc, bizarrement, aucun stress. Bizarrement, aucun stress. Je vais te dire très franchement, c'est le seul moment où j'ai eu le stress, c'est quand, je me souviendrai toujours, en mise en scène, je commençais couché sur des escaliers. Et au moment où le rideau s'ouvre, je dois tomber de 3-4 marches en roulant comme ceci, pour arriver sur la scène et commencer ma phrase. Et donc c'est ce personnage ouvre l'opéra. Et c'est le seul moment où j'ai senti ce stress monter, c'est 4 mesures avant mon entrée.
Le reste de l'ouverture, moi l'ouverture, je me suis régalé d'entendre l'orchestre et tout. Donc juste là pour dire merde, attends, il faut pas que j'oublie quelque chose. Voilà, c'est juste en ces termes aussi crus, hein, c'est merde, il faut pas que j'oublie quelque chose. Mais une fois que c'est parti, c'est terminé, c'est fini, c'est 3 secondes. Il y a pas eu de stress véritablement, parce que je te disais tout à l'heure, c'est se lâcher prise sur le vouloir. Je ne voulais pas. C'est lâcher prise pour être, simplement. Être. Je porte quelque chose, je le suis. Je ne veux pas quelque chose, je le suis. Donc si je le suis, ça va marcher, forcément. Voilà. Donc c'est juste être pour exprimer le rôle dans lequel on est, quoi. Donc là, si on lâche prise, il n'y a pas de stress, on est exactement à la place où on doit être. Depuis quelques minutes, là, tu nous parles de plein de soft skills, de compétences comportementales. Tu as cité la confiance en soi dans le désordre, l'empathie, la bienveillance, le lâcher-prise, et il y en a plein d'autres. Toutes ces compétences-là que tu viens de décrire, est-ce que tu penses qu'elles sont innées ou données, comme on l'a entendu, ou penses-tu qu'elles s'apprennent avec l'expérience? Alors, je pense qu'il y a des compétences qui sont là de façon innée, ouais, qui sont à l'intérieur de soi, que l'on porte. Je pense qu'il y a aussi des compétences qui vont se développer parce que on va être moi, je pense que c'est un ensemble de choses quand même. Oui, on va beaucoup de choses sont acquises par le travail, ça c'est sûr, et un travail sans cesse renouvelé. En même temps, elles sont forgées au fil des expériences, des rencontres. C'est la raison pour moi, pour laquelle pour moi il est important de savoir s'entourer, par exemple. Choisir les meilleurs formateurs, ou en tout cas ceux que l'on croit être les meilleurs. Ça aussi c'est assez subjectif, mais bon, mais quand même aller vers ceux qui ont une certaine compétence, qui ont accompli quelque chose, pour comprendre pourquoi ça a marché pour eux. Bon, certains ont quand même le sens de la scène, hein, ou de la musique, sans que cela soit vraiment acquis, mais la qualité et la quantité de travail, à mon avis aussi, fera la différence, quoi. C'est-à-dire que je peux être le meilleur interprète possible, improvisateur extraordinaire, si je vais pas au fond de moi chercher comment l'exprimer et l'agrandir, ça n'ira pas plus loin, quoi. Donc il y a une part d'inné, parce qu'il y a des gens qui ont un sens de la scène ou de la direction ou du théâtre tout à fait extraordinaire, mais il y a derrière aussi quand même une somme de travail phénoménale, ouais, le sens de savoir s'entourer, ça me paraît être aussi très 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 important. C'est ce que je dis à mes élèves d'ailleurs. Et par s'entourer, tu parles de qui en fait? S'entourer, c'est les formateurs. D'accord. Ça c'est au début, hein. Puis toujours avoir quelqu'un qui va être capable de porter un œil objectif sur le parcours. Donc peut-être un chef de chant, hein, peut-être le prof de chant, ou si je parle du chanteur, peut-être un chef d'orchestre, peut-être un metteur en scène, mais quelqu'un qui va avoir un œil objectif et dire attention, là tu dérapes, ou fais gaffe, là tu as quelque chose qui fonctionne pas, ou bien ah oui, ça c'était bien, tu vois, tu dois pouvoir aller plus loin encore. Voilà, c'est toujours avoir un recul. Sinon on va saturer très vite, tourner en rond et puis se fourvoyer, parce que soi-même dans le côté passionnel que nous nourrissons, en tout cas dans l'expression artistique, on peut se fourvoyer très vite, quoi. Et puis pas faire attention qu'à un moment donné, l'ego prend le pouvoir, ça c'est embêtant, hein. Quand ça passe plus la porte, là, ça devient compliqué. J'imagine, ouais, effectivement. Et des regards bienveillants, même de gens qui sont pas du métier, probablement, doivent aider. Oui, alors ça, la bienveillance, on en a besoin, mais en même temps,
la bienveillance, ça veut pas dire je te passe tout. La bienveillance, c'est ok, ouais, je comprends ce que tu as fait, je peux t'accompagner là, je peux regarder, est-ce que par hasard, voilà, qu'il n'y ait pas non plus. La bienveillance, ça veut dire je porte un regard sur toi sans chercher l'ascendant ou le pouvoir sur toi, quoi. Voilà. Ça c'est génial, Ouais. Et alors donc si on peut avoir des gens comme ceci, et on peut à tout moment. Dans son parcours, à côté de soi, dans son parcours, c'est fabuleux, quoi. Mais c'est très important, c'est fondamental. Et dans ton cas précis, les compétences qui font de toi le professionnel que tu es, comment les as-tu acquises ? Est-ce que tu as eu des mentors ? Est-ce que tu as eu des formateurs particuliers ou... Oui. Alors ça inévitablement, avec un prof de chant tout à fait extraordinaire, d'ailleurs avec laquelle je suis toujours en contact, qui est une amie de très longue date, avec qui on partage beaucoup. Ça c'est sûr. L'autre pan du métier, c'est d'avoir, pour moi chanteur, mais en même temps, c'est une personne. Un homme avec lequel je partage aussi beaucoup sur le plan musical, de direction, des caractères musicaux. Enfin, c'est un chef de chant. Donc il est directeur des études musicales au Capitole, qui est un pianiste tout à fait remarquable et musicien tout à fait, pour moi, exceptionnel, qui travaille à très très haut niveau et qui est toujours là, qui est une personne avec laquelle je partage aussi encore beaucoup sur le plan musical, et notamment d'analyse, de recherche, de développement. Ça, c'est évident. Alors ça, c'est le côté musical. Après, il y a, évidemment, mon parcours, je disais tout à l'heure, mon parcours dans l'enfance inadaptée qui m'a beaucoup apporté. Cela a initié un chemin, m'a donné des outils pour comprendre mon fonctionnement, moi, propre, fondamental, lequel était parfaitement conditionné par le cadre, au sens large, dans lequel j'ai grandi. La famille, le côté social, etc. Bon, voilà. Mais oui, ce parcours de l'enfance inadaptée, ce parcours des sciences de l'éducation m'a beaucoup apporté sur la connaissance de moi, ça c'est évident. Voilà. Et sur la gestion, j'imagine, des groupes aussi, ou des individus que tu retrouves dans ton rôle de chef de chœur et d'orchestre. Alors ça oui. Alors mais on revient dans une notion qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est l'empathie, c'est-à-dire aimer l'autre, aimer les autres. Moi, j'ai toujours cherché. Ça m'a toujours plu d'aimer les autres, parce que en réalité, c'est moi, c'est encore un parcours personnel. C'est ce qui m'a permis, moi, de comprendre que de comment l'humain était fait, de quoi l'humain était fait. J'aime les autres, j'aime partager, j'aime vraiment, c'est l'empathie, quoi. L'empathie, c'est-à-dire rentrer dans le champ de l'autre et laisser l'autre rentrer dans son champ, c'est-à-dire véritablement partager et être dans ça fait rentrer, mais vraiment la notion de sincérité. Cette notion de sincérité, elle est absolument nécessaire dans ce métier. Et pourtant, on doit aussi garder un peu de distance, parce que sinon on se laisse bouffer par le métier. Mais lorsqu'on est sincère et lorsqu'on laisse son cœur s'exprimer, là, on a des choses tout à fait extraordinaires à partager. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton rôle de chef de chœur et d'orchestre. J'imagine qu'il faut de l'autorité, une forme d'autorité en tout cas, pour amener tout ce groupe-là. Alors c'est évident, il y a une forme d'autorité, mais pour l'autorité, ça marche pas. Ça marche pas parce que ils viennent chercher quoi, les chanteurs ? Que viennent chercher les instrumentistes et musiciens d'orchestre ? Ils viennent chercher quelqu'un qui va prendre en compte leurs compétences, qui va aimer leurs compétences, qui va aimer ce qu'ils sont, et qui va essayer de mettre tout ça ensemble pour que la mayonnaise puisse monter. Donc, si on va chercher, attention là, je veux ceci, je veux cela, ça marche pas, parce que
On est là pour partager. Qu'est-ce qui va faire que le chef d'orchestre est meilleur violoniste ou trompettiste que les types qui sont dans l'orchestre? Rien. Rien. Au contraire, même souvent absolument nullissime. Le chef d'orchestre peut être un chanteur, mais il peut être aussi un oboïste, un percussionniste, qui va être très compétent dans son instrument, mais pas du tout dans les autres. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va prédominer ici? C'est véritablement écouter la signature de chacun et mettre ces signatures tellement différentes ensemble pour donner une œuvre ensemble. C'est-à-dire donner envie à tous, que qu'ils soient chanteurs ou instrumentistes, envie de suivre, d'aller dans une même direction. Et là, la signature tellement personnelle de chacun, tellement différenciée du groupe, va s'inclure dans un flot collectif unique qui va donner un produit. Et ça c'est fabuleux. C'est au fond le chef, quel qu'il soit, c'est le médium. C'est-à-dire le moyen, quoi. Voilà. C'est le moyen, c'est le chef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener, lui, il a une vision de l'œuvre. Il a une vision intellectuelle de l'œuvre, il voudrait entendre ça, il voudrait réaliser ceci comme ceci. Bon, il va mettre les doigts dans la prise et ça va s'allumer de l'autre côté. Voilà, quelque part. Donc il va amener, lui, la compétence de mettre toutes ces particularités ensemble pour donner un produit qui sera très évolutif. C'est aujourd'hui je donne ceci, mais demain je pourrais peut-être faire un tout petit peu différent. Voilà. J'aime bien quand tu parles de la vision parce que c'est effectivement tu sais déjà avant même la première répétition de ton chœur ou de ton orchestre ce à quoi tu veux arriver. Tu l'as dans ta tête, en fait, c'est ça? Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire que c'est d'abord j'ai une vision personnelle, comme ceci, subjective. Elle restera toujours subjective. Avant même d'ouvrir la partition, parce que je connais l'œuvre. Bon, voilà, il m'arrive parfois de pas connaître du tout, parce que dans le cadre des créations mondiales, ça va être le cas en 2019, où je vais faire 3 créations avec mon chœur, et donc là, je connais pas du tout. On découvre ensemble, et c'est fantastique. Mais il y a quand même, en effet, je vais travailler la partition, et là tout de suite, je vais avoir des indications. Si je peux rencontrer le compositeur, c'est formidable. Bon, dans le cadre de Brahms ou Saint-Saëns, non, mais c'est plus compliqué, oui. Voilà. Mais dans le cadre des créations mondiales, là, je travaille en collaboration avec les chefs, avec les compositeurs. Et là, c'est formidable parce que effectivement, on peut partager. Mais à un moment donné, le chef s'approprie l'œuvre. Que ce soit une œuvre du passé ou une œuvre d'aujourd'hui. Il va se l'approprier et là, elle va totalement échapper au compositeur. Et donc là, le chef va avoir une vision, en effet, de l'œuvre en fonction de ce qu'il appréhende, de ce qu'il a compris, de ce que voulait le compositeur ou pas, etc. Et donc là, oui, cette vision-là est d'une importance capitale, car c'est ce qui va faire que ça va fonctionner à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va proposer quelque chose. Alors attention, c'est quelque chose qui va être aussi évolutif au moment où le chœur ou l'orchestre vont se mettre en route. Ils vont proposer quelque chose aussi. Donc ça devient évolutif. Mais bon, évolutif, on s'adapte en gardant la direction. Voilà. Alors, c'est un peu la même chose avec le chanteur. Le chanteur doit avoir aussi sa vision du personnage et proposer quelque chose lorsqu'il arrive sur le plateau pour la première réalisation, pour la première répétition. Donc ça, c'est un travail qui se construit aussi avec le chef de chant qui, lui, va aider le chanteur à réaliser une interprétation. Des chanteurs, et ça se voit parfois, et des chanteurs qui arrivent sur les plateaux sans avoir une vision vraiment de ce qu'ils vont faire, sont des chanteurs qui sont difficiles à manier. D'accord. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont et le metteur en scène n'a rien à se mettre sous la dent. Tu sais, les metteurs en scène, autant que les chefs, aiment que les interprètes offrent quelque chose. Et c'est à partir de ça que on va pouvoir aller dans un sens, on va avoir une vision globale, mais on y va ensemble. Comment ça se passe? C'est toi qui dis, c'est toi qui es au courant des créations qui existent? On vient te chercher? Comment ça se passe? Non, on est venu me chercher, oui. Alors,
À nouveau. Oui, voilà. Parce que alors là, dans 2 cas, j'ai 3 créations, donc dans 2 des 3, je connais les compositeurs me connaissent. Et sont venus, m'ont proposé de créer ces œuvres-là, parce que évidemment un compositeur, lui, aujourd'hui, comme ça se faisait à l'époque aussi, mais à l'époque c'était un peu différent au 19e siècle et avant, les compositeurs avaient souvent à leur disposition un orchestre, un chœur pour lesquels ils composaient. Bon, voilà. Ouais. Aujourd'hui, ça n'est plus trop le cas. Ça n'est ou très rarement le cas. Donc, s'il y a des compositeurs qui connaissent des entités vocales ou orchestrales, ils ne se privent pas de demander. Alors, ça a été un peu le cas pour moi, pour ces deux compositeurs, voilà. Et pour la 3e, là, c'est le compositeur qui a entendu ce que j'ai fait sur YouTube et précisément sur une autre composition contemporaine il y a 2 ans, et qui m'a téléphoné, qui m'a dit écoutez, est-ce que vous accepteriez, voilà, etc. Puis on est rentré vraiment en contact, en lien. C'est quelqu'un qui a vraiment pignon sur rue, hein, c'est vraiment, voilà, mais bon, pour lequel j'ai accepté de créer une œuvre assez étonnante, voilà. On va revenir à notre sujet, les compétences. Oui. J'apprends plein de choses, là, mais la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a, surtout parce que tu parlais de cette discipline personnelle, ou je sais plus comment tu l'as formulée, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de dormir, manger, etc. Et je me disais, hygiène de vie, hygiène de vie. Quand tu en as parlé, je me disais, est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend ça à 20 ans, ou est-ce qu'on l'apprend avec, tu vois, avec l'expérience? Et c'est la question que j'ai envie de te poser maintenant. Est-ce que il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière? J'ai très très vite appris que il fallait que j'ai une hygiène de vie, un équilibre de vie. D'accord. Très très vite, hein, okay. Parce que, et sans que personne ne me dise quoi que ce soit, parce que en effet, encore une fois, lorsque tu ne dors pas correctement, que tu ne te nourris pas correctement, tu ne chantes pas longtemps. Ouais. Donc là, ça s'était réglé. Donc après, je me suis fait aider, bien sûr. Hein, voilà. Moi, je suis assez adepte de la nature, et donc je suis allé voir un naturopathe, voilà, tout simplement, qui m'a aidé à me remettre d'aplomb. Bon, c'était pas terrible, mais enfin, voilà. Ce que j'aurais aimé apprendre vraiment, c'est que rien ne sert de courir. Et pourtant, c'est ce que je fais au quotidien. Mais rien ne sert de courir. Pourquoi? Courir après mes compétences, ça je l'ai fait. Courir après pour en savoir davantage, pour me hisser plus haut de je ne sais quoi d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est courir, c'est quelque chose cette espèce de boulimie pour aller pour obtenir quelque chose, une compétence, pour obtenir une image. Non, c'est ça. J'aurais aimé savoir un peu plus tôt que c'était pas la peine. D'accord. Justement. Apprendre plutôt que l'image importe peu, même s'il faut la soigner un minimum, hein, mais c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important ici, c'est tout à fait autre chose, c'est ce que l'on porte, quoi. Que le véritable but est de faire grandir ce que l'on est déjà. Ce je suis là en lettres majuscules, qui est là de toute éternité, quoi. Que l'on porte ce je suis qui passe par les spécificités, cette signature que l'on a, qui demande à simplifier pour être partagé. Voilà, ça peut-être que ça aurait été sympa que je l'apprenne un peu plus tôt. Mais ce sont les expériences qui permettent ce retour à soi, quoi. Hein. Donc peut-être que c'est au fond que tout est parfaitement à sa place, quoi. Hein. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Certainement pas. Je suis vraiment très très heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. La seule chose, c'est que peut-être que, en effet, ça m'aurait aidé d'apprendre un peu plus tôt que l'image importe peu. Voilà. Alors vient maintenant le moment de la question complètement surréaliste, mais on fait ce qu'on veut dans notre podcast. Donc... Oui, allons-y. On y va, hein, tu t'accroches à ton siège.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle, un peu partout, dans tous les métiers. Ouais. Il me semble avoir vu ou entendu parler d'une expérience de robot chef d'orchestre. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas, ou chef de chœur. Oui, c'est vrai, absolument, oui. Donc, et j'imagine que ton métier a déjà beaucoup évolué depuis que tu l'exerces. La technologie doit faire plein de choses pour le son et la musique. Comment vois-tu le futur de ton métier dans, on va dire, 20 ou 30 ans? Puisqu'il peut y avoir des robots chefs d'orchestre, de manière généralisée. S'il peut y en avoir, il y en a déjà. Donc l'expérience est déjà menée. Ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire que ces robots devraient être doués de capacités émotionnelles. Ouais. Et ça, bon, je sais pas. Alors là, si on rend des robots capables d'émotion, là, je suis un peu inquiet. Bon, non, plus sérieusement. Bon, la musique dite savante ou classique a beaucoup utilisé et continue à introduire dans sa pratique les médiums informatiques. Mais c'est souvent assez intéressant d'introduire comment on va dire ça, le travail du son par les ordinateurs, restitué en mêlant l'ordinateur à l'orchestre ou au chœur ou à la voix. Ça, c'est assez intéressant. Il y a des choses qui sont pas mal, voilà. Mais pour jouer Brahms, Verdi ou Saint-Saëns, rien ne pourra remplacer une voix, un violon ou un cuivre, quoi. Okay. Voilà. C'est ça, voilà. Ça, voilà. Mais par contre, alors, non, mais cette musique n'a pas été écrite pour ça, et c'est de toute évidence. Mais les moyens modernes vont immanquablement ouvrir d'autres formes d'écriture et d'interprétation. C'est déjà le cas. Ouais. Et pourquoi pas d'ailleurs. Donc nous aurons alors d'autres supports, d'autres œuvres qui passeront par ces nouvelles technologies et qui auront été écrites pour cela. Donc ça change un peu le paysage, tu vois. C'est plus du tout la musique que l'on connaît, la musique savante du 19e et d'avant ou du 20e, etc. Et celle qui continue à être écrite aujourd'hui, est faite pour des formations que nous avons. Il y a des expériences qui sont menées avec les produits technologiques très très modernes, ultra performants, etc. Mais la musique qui va sortir, qui va s'écrire dans le futur, passera par ces instruments, mais ne changeront rien à ce qui a déjà été écrit, quoi. On en reparle dans 20 ans. On verra. Dans 20 ou 30 ans. Voilà. J'imagine que dans ton métier de prof, tu vois, d'enseignant, tu vois beaucoup de jeunes qui se demandent s'ils ne feraient pas de la musique leur métier, et qui te demandent conseil. Oui. De manière générale, quels conseils donnes-tu à ces jeunes-là? Bon, qui suis-je pour leur donner des conseils? D'abord, je donne pas de conseils parce que ça sert à rien. Mais par contre, je leur explique et je leur apprends ce que c'est que l'introspection, la remise en question, cheminer pour comprendre le lâcher prise et l'ouverture et l'ouverture à l'autre dans la bienveillance, avec une grande notion de partage, et que cette notion de je prends ma place inclut l'autre dans ma conscience. Ça, c'est quelque chose qui est très très présent dans mon enseignement et dans l'accompagnement, en tout cas, que je peux formuler pour tous ces jeunes. Et puis travailler encore et toujours en s'offrant des temps de plaisir régénérants. Ça me paraît être très très important. Mais j'ai eu récemment, et c'est un exemple qui me revient là tout de suite, j'ai eu récemment le cas d'une jeune fille qui vient me voir et puis dit voilà, je veux être chanteuse d'opéra, mezzo, jolie voix, etc. Et puis je veux passer tel concours, je passe tel concours, et c'était une course effrénée au concours, donc les cours se résumaient à préparer ces concours. Et un jour, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Je veux qu'on parle de ces concours-là. Qu'est-ce que tu cherches à travers ces concours? Oui, mais je veux prendre ma place, etc. J'ai dit, ok, tu veux prendre ma place, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais et de ce que tu es? Et nous avons passé donc plus d'1 heure à parler sur ce sujet. Évidemment, ça a été l'occasion de grandes effusions lacrymales, mais en même temps,
ça a remis un peu les choses, les questions au centre, les vraies questions au centre. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux porter, etc. Et j'ai revu cette jeune fille 15 jours après. Et 15 jours après, elle me dit j'ai compris ce que tu voulais dire. On travaille, j'abandonne absolument tous les concours. Wow. Ok, on travaille. La semaine d'après, donc après ce cours-là, hein, c'est un cours. Hein, la semaine d'après, elle passe une audition. S'en suivent 12 représentations d'un rôle de premier plan en Allemagne et la liste s'allonge depuis. Ouais. Donc c'est très parlant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est est-ce que tu sais qui tu es, ce que tu portes et ce que tu veux. Encore une fois, elle courait après une image. C'était pas la sienne. Et tout à coup, moi je n'ai rien induit. Je dis, réfléchis à ce que tu veux, ce que tu es et ce que tu portes. Réfléchis à ce que toi tu es au fond. Donc après, évidemment, on a un peu approfondi, hein, je rentre pas dans les détails, mais on a un peu approfondi la question. Mais tout à coup, elle a pris conscience. Alors évidemment, ça a été un tsunami fabuleux dans sa vie. Quand je dis fabuleux, c'était pas forcément non plus très agréable parce que elle a remis en question un certain nombre de choses dans sa vie très 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 profondément, qui a bouleversé totalement. Elle est partie vivre en Allemagne, elle a lâché son couple, etc. Enfin, il y a des choses qui ont. Mais elle tout à coup, elle s'est dit mais je suis en train de faire erreur. Et elle a pris conscience qu'elle devait reprendre des choses en main très profondément. Et effectivement, elle est rentrée, mais d'un seul coup, dans la carrière. Waouh. Voilà. Bon, c'est pas que le chant que tu enseignes alors, c'est ça? Il y a d'autres choses. Ben, j'ai bien peur que non. C'est un prétexte en fait. Oui. Ah, alors là, j'adore quand tu dis ça, parce que lorsqu'on me dit, ouais, mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes musicien? Je dis oui, la musique est un prétexte pour moi. Ouais. On y arrive alors, c'est bien. Ouais. C'est bien, on y arrive. On a beaucoup parlé, tu as beaucoup parlé de ces fameuses soft skills qui sont le thème de notre podcast, ces compétences comportementales. Ouais. Si tu devais les définir, qu'est-ce que tu dirais? Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça inclut la connaissance de soi, de ses forces, de ses limites, l'appréhension de l'autre comme une force complémentaire à la sienne propre, que cet autre est un instrument d'évolution pour soi, et que le but avec les étapes pour y parvenir passe par le partage, l'implication bienveillante et sincère, tout en ouvrant le cœur en conscience. Tu vois, c'est multiple. Mais ça me va bien que ce soit pas simple, tu sais. Non, mais tu vois, c'est multiple et en même temps, là, pour moi, on est au centre du développement du chanteur, du musicien, mais de tout être au fond. Hein. Là, je crois qu'on est au centre des soft skills. Je pense que si on arrive, en tout cas, moi, personnellement, dans ce que je mets en place et dans la définition que je donne, au fond, je le mets déjà en œuvre, quelque part. Parce que c'est le fondement même de mon parcours. Si je n'étais pas là-dedans, tout ce que je viens de dire est totalement incohérent, quoi. Ouais. Ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel? Waouh, ça c'est difficile parce que d'abord, c'est une question qui me prend un peu au dépourvu parce que je ne souhaiterais rien comme ça. Parce que je me sens déjà tellement pourvu de ce que la vie me donne, de ce que les rencontres m'offrent. Voilà, je suis toujours un peu étonné. Mais par contre, alors, bon, si je devais quand même formuler quelque chose, il y a quelque chose qui me plairait bien. Faire entrer dans les institutions toutes ces notions de conscience et de cœur.
Nous avons dans notre pays des formations de musiciens ultra compétentes et performantes, les conservatoires, etc. C'est une chance inouïe. C'est vrai qu'on fait partie des plus grandes nations de formation de musiciens. Ouais. Pas forcément de chanteurs, parce que les chanteurs, on est obligé d'aller quand même un peu à l'étranger ou bon, enfin, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. La formation du chanteur est beaucoup plus multiple. Bon, les musiciens non plus ne se privent pas d'aller voir tel prof à Vienne, à Berlin ou autre, mais enfin, en général, la formation de base ici en France sur les instrumentistes, les musiciens d'instruments, est tout à fait performante. Mais il me semble d'une façon générale que ces notions de développement personnel manquent parfois, bon, je dirais pas cruellement, mais ça, si, manquent parfois cruellement, ouais, dans les institutions. Moi, là, vraiment, j'aimerais contribuer à introduire ces notions dans les institutions. Ça me plairait beaucoup. C'est-à-dire peut-être d'avoir enfin, en tout cas, de pouvoir accéder à ces institutions et d'y expliquer ça, quoi. Ça, j'aimerais beaucoup. Bon. Ouais, mais bon, que ça passe par moi ou par d'autres, hein, c'est pas grave. Mais voilà ce qu'on pourrait souhaiter aussi pour la suite du parcours de formateur et du musicien. Le musicien doit devenir, à un moment donné, devient formateur, hein. Bon, bah voilà. Écoute, merci pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé dire à ce micro que l'on n'aurait pas abordé? Je sais pas, non, c'est très compliqué parce que en fait, moi ce que j'ai aimé, j'ai adoré partager ici avec toi, particulièrement, c'est ce qui constitue le parcours, la formation, au fond, l'édification du musicien, du formateur, du pédagogue. Je crois que c'est au fond, c'est le cœur de ce que je suis, quelque part. En tout cas, là, ici, comme ça, dans ma forme d'expression. Donc, bon, je crois qu'on est quand même, on a abordé un certain nombre de sujets profonds. Bon, un immense merci, Christian. Mais avec grand plaisir. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.